Mesdames et messieurs les ministres et secrétaires d'État, chers amis andorrans, c'est un vrai plaisir d'être avec vous ce soir pour cette université d'Andorre que j'ai déjà pu apprécier hier et je vais essayer de vous présenter en quelques minutes ce qu'est la transition énergétique de mon point de vue, voir quels sont les enjeux à la fois bien sûr environnementaux mais aussi économiques et sociétaux. Et puis je voudrais aussi m'excuser par avance auprès des interprètes car certainement que je vais à un moment ou à un autre parler trop vite comme j'en ai l'habitude. Alors, donc ma présentation se fera en trois parties. Tout d'abord, essayons de définir ce qu'est la transition énergétique, puisqu'en fait on verra qu'en fonction des pays ou des sociétés, ça ne veut pas dire la même chose. Nous verrons aussi où nous en sommes au niveau mondial de cette transition énergétique par le biais d'un certain nombre de chiffres. Deuxième partie sera davantage économique, puisque nous essaierons de voir ensemble en quoi la transition énergétique est aussi une véritable opportunité économique. Et puis la troisième partie s'intéressera davantage au volet sociétal, avec l'idée que, eh bien, il faut aussi prendre en compte un certain nombre de dimensions sociales dans cette transition énergétique. Alors, donc de quoi parle-t-on lorsque l'on aborde la transition énergétique? Alors tout d'abord, c'est un concept qui, on peut dire, est né en Allemagne dans les années 80. On parlait aussi de dématérialisation à ce moment-là, et il y avait un centre qui était assez leader à l'époque, qui était le Wuppertal Institute, qui a beaucoup travaillé sur ces aspects de dématérialisation. Alors c'était aussi bien d'utiliser comment produire en utilisant moins de matière ou moins d'énergie. On retrouve aussi des visions qui étaient assez en avance pour leur époque, dans les années 70. Alors, je vous ai mis Lovins, mais je pourrais vous mettre aussi tous les économistes comme Hermann Delig, qui avait été un économiste très important au niveau de la Banque mondiale, qui ont été les précurseurs du développement durable, de l'économie du développement durable, et qui étaient regroupés autour de la société qui s'appelle Ecological Economics, et qui a d'ailleurs une revue du même nom, Ecological Economics. Le concept de transition énergétique, en fait, eh bien, ça désigne un passage. C'est-à-dire que l'on quitte un système énergétique qui est dominant aujourd'hui, peu performant, qui repose sur une forte consommation d'énergie fossile, le pétrole, le charbon, le gaz, parfois nucléaire, alors je dis bien parfois nucléaire, on parlera tout à l'heure de cet aspect, vers un bouquet énergétique donc, qui va eh bien, donner une place importante aux énergies renouvelables et aussi à l'efficacité énergétique. Alors, j'ai dit parfois le nucléaire, puisqu'en fait, en fonction des pays, eh bien, on va intégrer ou non le nucléaire dans la transition énergétique. Par exemple, la Chine ou la Finlande considèrent que le nucléaire, eh bien, ça fait partie aussi de la transition énergétique, alors que la plupart des autres pays européens, notamment, eh bien, excluent, y compris la France, excluent le nucléaire de cette transition énergétique. Donc c'est aussi un point à prendre en considération, parce que parfois, lorsqu'il y a des discussions entre les différents pays ou les représentants des différents pays, eh bien, on peut très bien ne pas nommer la même chose, enfin on peut nommer avec un même mot, eh bien, derrière avec des significations très différentes. Alors une transition énergétique, ça se mesure en décennies, bien entendu, ça ne se décrète pas du jour au lendemain, ça va entraîner eh bien, des modifications sur l'ensemble des systèmes de production, sur l'ensemble des systèmes de consommation, et donc ça prend des décennies.
Alors, les principales formes d'énergie renouvelable qui peuvent être aujourd'hui exploitées, donc je vais aller très vite là-dessus, hein, c'est l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie géothermique, l'énergie hydraulique, l'énergie des marées et des océans, la biomasse et les déchets organiques. Donc ça, ce sont l'essentiel des énergies renouvelables aujourd'hui. Et donc, bien entendu, hein, d'ores et déjà, on voit bien qu'en fonction du pays et même des différents territoires, eh bien, on va pouvoir exploiter l'une ou l'autre de ces formes en fonction de ce que l'on peut avoir comme avantage comparatif. Alors, très souvent, on parle de troisième révolution industrielle pour cette transition énergétique et au-delà cette transition écologique. L'auteur qui parle de cette troisième révolution industrielle, c'est Jeremy Rifkin, et en fait, il montre que à la fois la transition énergétique et la transition digitale sont fortement liées, hein, et donc c'est de ce point de vue qu'il va parler de troisième révolution industrielle. Alors, qu'est-ce que l'on va obtenir? C'est l'objectif. On veut obtenir un découplage entre la croissance économique et la consommation énergétique, c'est-à-dire eh bien, pouvoir continuer à produire, à avoir une croissance, mais en utilisant de moins en moins d'énergie, en particulier d'énergie fossile, réduire les polluants, puisque bien entendu, lorsqu'on utilise de l'énergie fossile, cela a un impact sur le changement climatique, mais pas que, bien entendu, ça a des impacts aussi sur la santé, hein, on le sait, voyons ce qui s'est passé dans les grandes villes de Chine. Et donc, avoir une transition énergétique permet aussi de réduire de façon considérable les polluants de toutes sortes. Une diminution des tensions géopolitiques, puisqu'on devient à ce moment-là beaucoup moins dépendant de l'extérieur pour donc sa consommation énergétique, chaque pays pouvant évidemment exploiter des énergies renouvelables en fonction, eh bien, comme je disais, de ses avantages comparatifs, ou bien passer à une efficacité énergétique, c'est-à-dire eh bien, faire des économies d'énergie par exemple l'économie circulaire, on le verra tout à l'heure avec l'autre présentation. Et puis, une maîtrise des risques technologiques, c'est l'objectif lorsque, dans la transition énergétique, on intègre aussi la sortie du nucléaire, puisque là, on a des risques technologiques. Donc, tout ça, ce sont les avantages de la transition énergétique. Alors, rapidement, très vite, en France, donc, petit focus sur la France. Donc, en 2015, donc, il y a eu la loi de transition énergétique. En fait, cette loi française s'inscrit dans le paquet énergie-climat de l'Union européenne qui date de 2009 et qui fixait pour objectif en 2020 une réduction de 20% des gaz à émissions effet de serre, une part de 20% dans les énergies renouvelables et une efficacité énergétique aussi de 20%. Donc, en gros, la France, en 2015, a adopté cette loi pour donc, se mettre en conformité avec ce paquet énergie-climat. Donc, beaucoup de priorités, la rénovation énergétique des bâtiments, donc un point important pour un pays comme l'Andorre qui a beaucoup d'activités dans la construction. Les énergies renouvelables, donc avec, en fonction des territoires de la France, eh bien, l'exploitation par exemple des zones maritimes ou non. Les transports, hein, avec le problème de congestion, l'écomobilité, je pense que ça aussi c'est un point qui intéresse bien entendu l'Andorre, puisque j'ai pu voir en arrivant qu'il y avait parfois certainement des problèmes de congestion. Et puis aussi les technologies de l'information et de la communication verte, puisqu'en réalité, il faut faire très attention lorsqu'on dit que la digitalisation, ça améliore l'efficacité énergétique, eh bien,
ça peut aussi avoir des effets négatifs, hein, avec le centre de données, comme on sait, qui entraîne une consommation énergétique très importante, et puis la démultiplication de ces technologies que l'on utilise et qui consomment énormément d'énergie et qui utilisent aussi des produits très polluants. C'est la raison pour laquelle on parle de TIC verte, et ça c'est un enjeu très important d'avoir toute une série d'appareils digitaux qui soient fabriqués avec par exemple des matières recyclables. Ce sont des recherches importantes, par exemple aux États-Unis, ou qui consomment moins d'énergie. Donc voilà. Donc ça, ce sont les priorités en France qui avaient été donc assignées avec là, je vais rappeler simplement. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque c'est peut-être pas le point le plus intéressant. On peut avoir facilement ces informations. Alors, il y a eu 2 ans plus tard, en 2017, le plan climat qui est allé plus loin, avec une fois de plus des objectifs assez concrets sur les bâtiments, sur les véhicules, les diesels en particulier, aussi sur le soutien pour toutes les zones rurales aux énergies renouvelables, la fin des centrales à charbon, et puis toute une série d'objectifs aussi sur la neutralité carbone. Donc on voit qu'il y a un engagement qui est bien parti, en France comme dans beaucoup d'autres pays européens. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Alors, si on regarde la situation internationale aujourd'hui, on a le sentiment que on est loin des objectifs globaux. Les pays qui n'en font pas assez, bien entendu, mettent les États-Unis ou bien la Chine, mais il faut quand même, là, ce sont des données brutes, lorsqu'on regarde un peu plus dans le détail, on se rend compte que, par exemple, la Chine, on verra aussi tout à l'heure, qui est considérée comme le premier consommateur d'énergie aujourd'hui fossile et le premier pollueur, mais c'est aussi maintenant le premier investisseur dans tout ce qui est la transition énergétique. Et donc, il y a là des efforts considérables avec des résultats assez rapides. Bon, de la même façon, les États-Unis, alors on connaît les positions du président actuel des États-Unis, mais en réalité, les jeux sont déjà faits, puisque ça fait des décennies que des recherches massives sont faites aux États-Unis sur, la transition énergétique, sur toutes les différentes formes d'énergie nouvelles. C'est bien de l'hydrogène que, bien sûr, autour du nucléaire, mais aussi de l'énergie solaire. Je dirais qu'il y a une maturité dans la recherche-développement aux États-Unis, tout à l'heure, à tel point que, par exemple, on ne parle plus on parle plus de Silicon Valley, on parle de Clean Tech Valley, c'est-à-dire qu'en fait, les startups, toutes les innovations, sont vraiment de plus en plus à l'interface à la fois du digital et des énergies renouvelables aux États-Unis. Donc, en réalité, il y a toute une maturité qui s'est faite, et on est à un tournant assez intéressant qui va certainement se produire. Alors, bien sûr, l'Union européenne, c'est, on pourrait dire, le bon élève des pays industrialisés, puisque ça fait quand même beaucoup de temps que l'Union européenne est engagée, surtout dans tout ce qui concerne l'efficacité énergétique. Et puis il y a des pays qui sont aussi bien avancés sur l'énergie renouvelable. L'Inde fait aussi beaucoup d'efforts
puisque par exemple l'Inde a beaucoup d'innovations en termes d'énergie et des innovations très, très intéressantes, puisqu'en fait très adaptées au territoire, un travail de fond avec les universités sur les centres de recherche sur ces questions-là. Et par exemple, l'Inde, eh bien, un programme pour construire en 5 ans 100 villes durables, smart and sustainable city. C'est intéressant, c'est pas que smart city, mais aussi sustainable. Bon, donc en fait, on voit qu'il y a des choses qui se passent. Le Maroc qui a eu la COP 22, lors de la COP 22, il était très intéressant de voir toutes les innovations, les solutions que le Maroc pouvait avoir, mais aussi l'Afrique, qui est aussi engagée avec l'Africa Tech sur beaucoup d'aspects, sur les énergies renouvelables ou sur l'efficacité énergétique. Donc, bon, on voit que les résultats peuvent paraître peu encourageants, mais en réalité, il y a beaucoup d'effervescence aujourd'hui autour de ces questions. Alors, cela étant, on se rend compte que ce n'est pas encore les énergies renouvelables qui vont faire basculer rapidement pour atteindre les objectifs, puisque, bon, bien sûr, la croissance de la population, la croissance économique d'un certain nombre de pays émergents, que nous allons avoir une hausse du besoin en énergie de l'ordre de 25% en 2040, selon les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie. En fait, il va falloir trouver des solutions. La situation en matière de mix énergétique, c'est-à-dire la diversification des énergies, notamment renouvelables, n'est pas encore vraiment au rendez-vous, sauf comme vous le voyez pour la Chine, la part du renouvelable qui est loin d'être négligeable aujourd'hui, en Europe aussi. Donc en réalité, eh bien, il va falloir plutôt se focaliser, c'est ce qui se fait aujourd'hui, autour de l'efficience énergétique simultanément. L'efficience énergétique, c'est-à-dire en fait le découplage par des économies d'énergie, on verra tout à l'heure quels sont des exemples qui permettent d'atteindre ces économies d'énergie, eh bien, l'efficience énergétique a nettement progressé, plus rapidement finalement que les énergies renouvelables. Et je vous parlais de la Chine, mais la Chine a fait un bond de 167% en termes d'efficience énergétique au cours des 30 dernières années. Et l'Union européenne eh bien, a réduit sa consommation énergétique, elle a fait beaucoup d'efforts également. Bon, voilà donc un petit peu en termes de positionnement au niveau international. Alors, maintenant, pourquoi est-ce qu'on peut dire que la transition énergétique est une opportunité économique? Eh bien, pour plusieurs raisons. En fait, on sait maintenant, les économistes savent depuis maintenant les années 80 que la compétitivité économique repose sur l'innovation. Donc, démontré par Porter, économiste américain célèbre, qui avait mis en place, fait cette démonstration sur l'innovation. La compétitivité repose sur l'innovation et plus, comme c'était le cas auparavant, sur finalement des avantages en termes de prix. C'était quand même ça jusqu'à présent. Maintenant, on sait que c'est sur l'innovation. Or, la transition énergétique, eh bien, c'est un moteur fantastique en matière d'innovation, ou plus exactement d'éco-innovation. On parle d'éco-innovation. Bon, les éco-innovations, eh bien, tout simplement, ce sont les innovations en faveur de l'environnement. Il y a eu beaucoup de rapports, de publications autour de ces questions d'éco-innovation. Et bien entendu, les éco-innovations autour de l'efficience énergétique et des énergies renouvelables eh bien, sont prédominantes. Et bien entendu, elles vont participer à la compétitivité économique. Alors, en fait, ces préoccupations, elles n'est pas si nouvelles que ça, puisque par exemple, aux États-Unis, c'est pour ça que je disais, les choses sont quand même, des dés sont quand même jetés en matière de recherche-développement. Aux États-Unis,
dès 1998, eh bien, la Rand Corporation, qui est un grand centre, qui est le centre officiel de la prospective technologique aux États-Unis, mettait au rang des critical technologies ces éco-innovations, et en particulier au niveau de tout ce qui était la transition énergétique. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une critical technology au sein de la Rand Corporation aux États-Unis? C'est une technologie qui est essentielle au développement à long terme de la sécurité nationale et de la propriété économique. Donc, très important, puisqu'en fait, jusqu'à cette date, c'était essentiellement les technologies issues du militaire qui étaient considérées comme critiques. Donc, à partir de 1998, on les a mis à ce rang-là. Et donc, à partir de ce moment-là, d'énormes investissements massifs en matière de recherche et développement ont été accordés pour tout ce qui est transition énergétique et plus largement transition écologique. Depuis 2000, eh bien, l'espace européen de recherche avait mis donc au cœur de sa compétitivité les éco-innovations, et davantage encore dans son programme H 2020, Horizon 2020, qui a accordé et qui accorde encore des financements conséquents sur toutes les recherches en matière d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique, d'économie circulaire, etc. Donc le Conseil européen les a mis donc, dans la stratégie de Lisbonne, et puis bien sûr en Chine, j'en parlais tout à l'heure. Donc là, c'est le plan national des Smart Cities en Chine, 2016-2020, qui a intégré tous les types d'éco-innovation. Et il y a aussi le plan chinois, plan quinquennal chinois 2015-2020, qui a mis au cœur de ses préoccupations en transition énergétique, à quel point que le président chinois parle de révolution énergétique pour ce plan quinquennal. Bon, donc en fait, des sommes considérables ont été accordées par ces pays, par ces organismes pour cette recherche. Alors, bien sûr, c'est une opportunité, puisque pour l'environnement, mais du point de vue économique, ça va aller dans le sens de la compétitivité, créer des emplois, des nouveaux métiers, on verra tout à l'heure. Et en fait, eh bien, les éco-innovations, transition énergétique, ça participe aussi à la compétitivité des entreprises, pas seulement des pays. On peut voir à travers beaucoup d'études. Par exemple, en France, il y a eu, France Stratégie a lancé il y a 2 ans une très grosse enquête auprès de plusieurs dizaines de milliers d'entreprises, des petites, des moyennes, des grosses, pour voir lesquelles, dans quelle mesure ces dimensions, ces préoccupations de transition énergétique plus largement écologique participaient à leur compétitivité. Alors on s'est rendu compte que celles qui étaient les plus en pointe avaient 13% de productivité supplémentaire en moyenne que les autres, puisque en fait cela d'une part attire les meilleurs employés et permet aussi de les garder, puisqu'en fait il y a de plus en plus une recherche de sens, de valeur dans les entreprises, et surtout pour les jeunes, mieux qualifiés. Il y a aussi une réduction des coûts de matières, bien entendu, matières premières, donc un avantage. Il y a aussi une avance par rapport à une vraie anticipation des réglementations, ce qui permet même parfois de faire ce qu'on appelle des captations réglementaires, pour se retrouver en avance. De ce point de vue, et puis bien sûr de trouver des nouveaux marchés, et même parfois des marchés de niche. Donc, en fait, ces éco-innovations vont participer à la compétitivité non seulement microéconomique d'une entreprise, mais aussi au niveau des pays. Cela, d'ailleurs, avait été repris dans la notion de croissance verte. Croissance verte, c'est un terme qui a été popularisé juste après la crise financière de 2008. Cette croissance verte, d'ailleurs, avait accordé une priorité à la transition énergétique dans tous les plans de relance. Vous savez, après la crise financière
donc, de 2008, il y a eu des plans de relance, et il est très intéressant de voir combien a été consacré à cette transition énergétique dans les plans de relance. On ne sait pas, parfois on se dit parti d'argent, mais en fait, bon, quand même bonne nouvelle, c'est parti aussi dans des aspects tout à fait positifs, puisque il y a 15% des plans de relance mondiaux qui ont été donc consacrés à investir dans cette transition énergétique, 38% du plan chinois, 35% en France, 80% en Corée, 12% sur le plan américain. En fait, je dirais que c'était déjà très important, tout ce qui avait été investi avant aux États-Unis. Donc aussi, je vous ai mis cette conclusion du G20, hein, la sortie, donc c'était le premier G20 juste après cette crise financière. La conclusion donc, qui avait été suivante: l'économie de demain sera inclusive, verte et soutenable. Donc c'est quand même intéressant. Hein, donc, ce qui avait été mis en place. Donc c'est aussi un tournant, cette crise financière, ça a été dit hier, puisque ça a quand même permis de se dire qu'il fallait trouver probablement d'autres sentiers de croissance et bonne nouvelle, eh bien, la transition énergétique est considérée aussi, a été considérée à ce moment-là comme tout à fait compétitif. Alors, ce sont des marchés en plein essor. En fait, les entreprises, les grandes villes en particulier, sont très engagées dans la recherche, dans l'innovation, de toutes sortes en matière de transition énergétique, et cela depuis la COP21. Et je vous dis cette phrase aussi qui me paraît intéressante, hein, la transition énergétique, une des plus fortes opportunités économiques du XXIe siècle, avec bien sûr un marché mondial qui est en milliers de milliards et qui a une croissance exponentielle. Alors, si on regarde un peu plus près, je vais revenir sur ce qui a été dit lors de la présentation de Madame Madame Castro hier, oui. Mais simplement, cette transition énergétique, eh bien, elle concerne toutes les formes d'innovation. Donc des éco-innovations ajoutées. Alors ça, c'est pas très intéressant parce qu'en fait, on n'empêche pas la pollution ou les émissions de se produire. On va simplement trouver des filtres à particules. Enfin bon, ça, c'est dépassé. Et donc, on n'est plus dans cet aspect-là. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans tout ce qui est éco-innovation intégrée. C'est-à-dire qu'on va incorporer toutes les caractéristiques donc, énergétiques, environnementales, dès la conception du produit. C'est au cœur de l'économie circulaire. Et ça sera présenté donc, juste après moi. Et c'est ce qui va permettre de découpler donc, croissance économique et énergétique. Donc là, il y a énormément en fait, d'éco-innovations hein, qui sont en train de se produire, qui se sont déjà produits en cette matière. Et en fait, là, il y a un vrai avantage comparatif de l'Europe en cette matière, dans tout ce qui a trait à l'éco-innovation intégrée, comme par exemple l'économie circulaire. Alors ensuite, on a des éco-innovations incrémentales. Donc, eh bien, on essaie d'améliorer hein, du point de vue énergétique, écologique, une technologie existante, par exemple les véhicules hybrides. En fait, ce n'est pas une grosse rupture, hein, toujours une voiture, voilà, mais on améliore, c'est un véhicule hybride. Donc il y a aussi beaucoup d'éco-innovations dans ce domaine. Et puis, bien sûr, les éco-innovations radicales qui sont porteuses de ruptures, qui changent le modèle de production, le mode de consommation, le business model. Bien sûr, ces éco-innovations radicales qui nécessitent énormément de recherche et développement qui sont plus longues à se mettre en place. Quelques exemples, les smart grids, donc les biocarburants, les tiques vertes, les véhicules à hydrogène, la fusion nucléaire, le stockage profond du CO2. Bon, tout ça, ce sont donc des éco-innovations radicales, lourdes, qui changent les processus de développement. Et donc, bien sûr, ça n'a pas une valorisation immédiate, ça nécessite beaucoup d'investissement. Et donc, c'est ce qu'on va retrouver, comme je vous le disais, dans la Clean Tech Valley en Californie, les Smart Cities en Chine, en Inde, et puis on va retrouver aussi
donc de l'Africatech, un certain nombre d'éléments. Mais finalement, l'Africatech est davantage sur ce dernier aspect d'innovation, d'éco-innovation, qui relève de ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire on remplace un produit par un service. Donc, par exemple, on va mettre un système d'autopartage et de vélo-partage, et donc on va à ce moment-là diminuer la production de voitures. Donc on arrête la production de voitures et on diminue la production de voitures et on augmente ces services à la mobilité. Il y a aussi les services d'efficacité énergétique qui sont proposés par exemple par EDF, des producteurs d'énergie, qui proposent de plus en plus ce type de service et qui, à ce moment-là, bien entendu, ça diminue leur production, leur vente d'énergie directement. Donc, c'est très intéressant et la plupart du temps, eh bien, pour pouvoir être efficace, ce type d'innovation a besoin d'utiliser les technologies de l'information et de la communication. C'est le cas, par exemple, du vélo-partage ou de l'autopartage. Pour que ça soit efficace, eh bien, il faut avoir des plateformes. Et puis, bien sûr, davantage encore avec l'intelligence artificielle. Alors, ce type d'innovation très intéressante et finalement peut être assez facilement mise en place et se démultiplier dans toute une série de secteurs. Alors, je terminerai donc par cette dernière partie sur l'aspect de responsabilité. Jusqu'à présent, quand je vous ai parlé d'éco-innovation, eh bien, on voit que c'est intéressant du point de vue écologique, du point de vue économique. On a bien l'interface économie-écologie. Il manque la dimension sociale, sociétale, pour être vraiment conforme au développement durable. Puisque ce qui nous intéresse, c'est quand même la transition vers le développement durable. La transition énergétique est une étape. Eh bien, pour cela, il va falloir compléter par les finalités sociales et sociétales de ces éco-innovations et aussi par les préoccupations du long terme. Donc, simplement, quand je parle des préoccupations du long terme, eh bien, ce sont les impacts directs et indirects. Comment anticiper les conséquences directes et indirectes de ces éco-innovations? Très important. Hier, on se posait la question de savoir, mais en fait, quand on fait une innovation, on ne sait pas toujours quelles vont être les conséquences. Oui, c'est très difficile. Prenons par exemple les CFC. Les CFC, c'était les produits, beaucoup se rappellent peut-être plus, c'était les produits qui étaient incriminés dans la diminution, voire la disparition de la couche d'ozone, il y a maintenant un certain nombre de dizaines d'années. Et donc, les CFC, quand on les avait mis sur le marché, eh bien, c'était pour résoudre un problème précédent, parce que les produits qu'ils remplaçaient, c'était des produits inflammables, sur les bombes, par exemple, aérosols. Donc on s'est dit, mais on va résoudre un problème, on va faire des CFC. Ah bah oui, mais les CFC ont entraîné un autre problème environnemental, portant celui-là, qui était d'attaquer la couche d'ozone. Et donc on les a interdits, on les a remplacés par d'autres produits qui eux-mêmes, quelques années après, ont été incriminés dans le changement climatique, voilà, etc., etc. Donc en fait, c'est vrai que c'est très difficile de pouvoir anticiper. Mais maintenant qu'on a ces expériences, eh bien, il y a la question à prendre en compte comment on anticipe, la question de prospective. Et il y a des pays qui sont très en avance sur les prospectives environnementales, énergétiques, par exemple les Pays-Bas, qui en fait font toujours des exercices de prospective concertative avec différents types d'acteurs pour essayer d'anticiper à chaque fois ce qui va se produire. Bon, donc très important de faire des exercices de prospective. Or,
on a un peu perdu, notamment en France, alors qu'on était assez bon en cette matière, on a un peu perdu, à partir des années 80, cette habitude de faire des exercices de prospective. Donc les Anglais aussi en font très souvent sur la partie environnementale. Bon voilà, donc ça permet d'anticiper ces exercices de prospective concertatifs, puisque souvent, ne l'oublions pas, un chercheur ne connaît que son domaine. Hein. Donc un chimiste est dans sa chimie, et en plus dans sa chimie, mais très limitée. Ça devient de plus en plus spécialisé. Donc comment voulez-vous que les chercheurs puissent anticiper toujours les conséquences? Et lorsqu'on fait des exercices de prospective concertative avec différents types d'acteurs, eh bien certains, même des naïfs, ça peut être un écrivain, j'ai assisté à ce type d'exercice aux Pays-Bas, ça peut être un écrivain qui va dire mais vous faites ça, mais qu'est-ce que ça va produire? Est-ce que ça peut produire ça? Donc en fait, ça permet en fait d'avoir cette agilité de dire mais qu'est-ce que ça peut entraîner comme problème direct, indirect. Donc, il va falloir qu'on s'habitue à faire ce type d'exercice. Donc Landor, je pense, pourrait être un laboratoire tout à fait intéressant puisque c'est petit, mais en même temps c'est très diversifié, c'est un vrai état. Et donc je crois que là, faire un exercice de prospective concertative autour de la transition énergétique pourrait être intéressant. Et puis, bien sûr, il faut, pour être responsable, intégrer les impacts sociaux et sociétaux. Alors, voyons par exemple en termes d'emploi. Je vous ai dit, c'est formidable, la transition énergétique, ça va créer des milliers d'emplois, des millions d'emplois. Oui, et d'ailleurs, c'est déjà le cas. Par exemple, aux États-Unis, 280 000 emplois ont été créés et 140 000 emplois préservés à long terme avec les smart grids uniquement. Depuis 2017. Donc, c'est des chiffres assez récents que l'on a eus. C'est important. Ça sera aussi l'un des, selon l'Europe, on aura un marché important puisque l'Europe, pour l'économie circulaire, j'ai vu plusieurs rapports qui proposent 20 millions de nouveaux emplois créés au niveau européen uniquement par l'économie circulaire. L'Organisation internationale du travail, dans un rapport en 2012, tablait sur 60 millions d'emplois au niveau international autour de la transition énergétique. Alors bien sûr, ce sont des chiffres impressionnants, on se dit c'est bien, surtout que dans beaucoup de cas, ce sont des emplois en plus non délocalisables, c'est le cas de l'économie circulaire par exemple. Mais il ne faut quand même pas se leurrer, il va y avoir aussi des destructions d'emplois. Et ça, on s'en est rendu compte un petit peu plus tard que tous les secteurs sont concernés. Le secteur de la construction, le secteur automobile, le secteur énergétique, tous les secteurs sont concernés par la transition énergétique. Et donc, ça va bouleverser tous les secteurs. Qu'est-ce que l'on va faire de tous les employés qui étaient dans l'ancien régime énergétique. Prenons par exemple la Chine, 4 millions, on sait que d'ici 5 ans, 4 millions d'emplois vont être détruits. Alors, à l'échelle de Chine, c'est peut-être pas beaucoup, mais enfin, 4 millions d'emplois vont être détruits d'ici 3-4 ans dans toute l'industrie du charbon, par exemple. Bon, eh bien, ça va être le cas dans beaucoup de nos secteurs. Donc, il est très important d'avoir cette anticipation, de préparer à la fois les compétences, donc les nouvelles compétences dont on va avoir besoin, mais aussi de pouvoir proposer des programmes de formation tout au long de la vie pour pouvoir réussir cette transition qui est aussi une transition très importante en termes sociétal et d'emploi. Donc je vous ai mis un certain nombre de points puisque très intéressant de voir que c'est en 2014 qu'au niveau européen notamment on a pris conscience de ce problème. Bien sûr, Steiner, qui était le directeur aussi des Nations Unies, disait qu'il faut un engagement de politique publique pour soutenir ces changements.
Et puis, je vous ai mis 2 rapports qui étaient sortis, il y en a bien d'autres, en 2014 en France, par exemple, sur ces mutations qui vont nécessiter, donc, qui nécessitent vraiment aussi une prise de conscience sur tous les besoins de compétences que l'on va avoir et sur les transformations de compétences. Ça aussi, je pense que c'est un travail pour à la fois le ministère de l'Environnement, mais aussi le ministère de l'Éducation nationale en Andorre. Et comme vous travaillez bien ensemble, je pense que ce sont des vraies questions à se poser. Alors, l'autre point aussi pour cette transition énergétique, il faut bien aussi que cette transition énergétique corresponde aux attentes de la société. N'oublions pas les questions d'acceptabilité. Voyons, en France, on peut donner 2 exemples, où on voit que si on ne prend pas garde à préparer, à avoir des discussions, à savoir comment la population va réagir, les compteurs Linky en France. Les compteurs Linky, c'est des compteurs intelligents proposés par EDF, ça a été mais une catastrophe. EDF a perdu des millions dans cette affaire, puisqu'on a on a millions d'office des compteurs intelligents chez les citoyens. Bon, et puis tout à coup, les gens se sont dit, ah, mais attention, c'est Big Brother qui est chez moi, enfin, on n'a rien expliqué, donc c'était le rejet massif. Bon, donc ça c'est un vrai problème. Mais on pourrait donner le même exemple avec les éoliennes. Les éoliennes, où tout à coup, dans certains territoires, on se met à couvrir les territoires comme ça, d'éoliennes. Les gens ne sont pas du tout contents parce que c'est pas forcément, ils ne sont pas prévenus, ils n'ont pas eu des discussions, c'est pas forcément au bon endroit puisqu'il y a des paysages. Enfin bon, bref, il y a une vraie question à avoir, un débat à avoir. Et là, encore une fois, c'est la concertation, prospective aussi concertative. Qu'est-ce que la population, comment on va réagir, comment on va la préparer, peut-être qu'il y a d'autres solutions plus adaptées. Bon, voilà, c'est très important. Et bien sûr, ça nécessite une décentralisation. En d'autres termes, il n'est pas possible de pouvoir décider au niveau central de ce qui doit être fait dans chacun des territoires, puisque dans la plupart du temps, ce qui est bon pour un territoire ne sera pas adapté à un autre. Donc il est important d'avoir cette concertation pour avoir cette dimension aussi sociétale réussie de la transition énergétique. Et c'est à ce prix que la transition énergétique sera à la fois une vraie opportunité au point de vue écologique, c'est une évidence, économique, on en a parlé, mais aussi sociale et sociétale, et on sera donc bien engagé vers le développement durable. Voilà, donc je vous remercie.